Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce 16e webinaire du programme Avelo 2. Donc on va s'interroger sur comment mieux faire cohabiter les piétons et les cyclistes, principalement en territoire peu dense. Pour commencer, je vais déjà inviter Pierre Brinet de l'ADEME à introduire le sujet. Merci Marie. Donc bonjour à tous. Donc comme l'a dit à l'instant Marie, ce webinaire est donc sur la thématique de la cohabitation entre piétons et cyclistes. Donc c'est un thème ô combien capital pour arriver à mener à bien des politiques de planification des modes actifs. Donc merci à vous tous de participer à ce webinaire. Sur la thématique piétonne et cohabitation piéton-cycliste, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a le baromètre des villes marchables de 2023 qui est sorti récemment et qui sera en ligne jusqu'au 1er février 2023. Donc on vous encourage vivement à le consulter et le compléter. J'en profite également de ce mot d'introduction pour vous rappeler, comme vous le savez, que ces webinaires font partie intégrante donc du programme d'accompagnement technique dans le cadre d'Avelo 2, au même titre que les formations. Donc j'en profite pour vous dire que d'autres sessions de formation seront programmées en début d'année 2023. Et d'ailleurs, nous sommes à la recherche de collectivités qui seraient intéressées pour accueillir ces sessions de formation. Donc, si votre collectivité est intéressée pour accueillir cet événement, n'hésitez pas à nous en faire part, que ce soit l'équipe d'animation de l'ADEME et également du CEREMA. J'en profite également pour remercier l'ensemble des intervenants qui vont participer à ce webinaire et je redonne tout de suite la parole à Marie Joly. Merci à Merci. vous. Merci beaucoup Pierre. Donc oui, moi je serai votre animatrice pour ce webinaire. Je vais juste rappeler quelques règles. Les micros ont été coupés. Tous les micros des participants ont été coupés. Vous avez un chat dialogue en ligne sur lequel vous pouvez poser, et n'hésitez vraiment pas à poser des questions tout au long du webinaire. Nous avons un modérateur, donc mon collègue Flavien Lopez, qui animera les questions et les réponses à la fin de chaque présentation. Je vais également repartager avec vous le programme du webinaire. Donc, on va démarrer avant tout par une présentation des enjeux de la marche avec Romain Legros du Club des villes et territoires cyclables qui nous fera une présentation sur ce sujet. Puis, on essaiera de qualifier les interactions entre piétons et cyclistes et de voir différentes situations possibles avec Thomas Joanneau du CEREMA. Puis on aura deux présentations de collectivités. Donc on remercie Christophe Lebihan, maire adjoint de Vitré, et Sophie Carré, chargée de projet mobilité durable d'Aix-les-Bains, qui nous fera une présentation donc du traitement de ces enjeux sur leur territoire. Puis on verra au niveau des aménagements qu'est-ce qui existe aujourd'hui avec Flavien Lopez et Cédric Boussuse du CEREMA. Et enfin, vous êtes plusieurs à nous avoir fait remonter quelques cas de vos collectivités. Donc on travaillera, on fera une petite participation animation sur des cas pratiques que vous nous avez transmis. Et je donne donc tout de suite la parole à Romain Legros, et je rappelle pour chaque intervenant donc les 10 minutes d'intervention. Je ferai un rappel à la fin du temps réglementaire. Voilà, je donne la parole à Romain Legros. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais mettre en grand écran la présentation. J'espère que vous la voyez bien. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Le club est ravi d'être en partenariat avec vous pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis Romain Legros, chargé de mission au Club des villes et territoires cyclables et marchables, et je vais vous présenter en quelques minutes le cheminement du club sur la question de la marche. Alors, donc pour vous présenter en quelques mots,
peut-être que je diminue Bon, pour vous présenter en quelques mots, le club, c'est un réseau de collectivités qui a été fondé en 1989 et qui compte aujourd'hui 230 collectivités adhérentes, donc des collectivités de toute taille avec tous les échelons territoriaux représentés et toutes les couleurs politiques parmi nos adhérents. Parmi nos communes adhérentes, plus de la moitié sont des communes peu denses, donc c'est une problématique de la mobilité dans ces territoires qui me tient très à cœur au club. Et on a d'ailleurs écrit dans l'année un document qui raconte des belles histoires de collectivités adhérentes au club qui mettent en œuvre des solutions en faveur du vélo dans ces territoires peu denses, qui sont aujourd'hui, vous le savez, très fortement dépendants de la voiture et de la voiture individuelle. Et donc, pour vous expliquer le cheminement du club sur l'enjeu de la marche et du vélo, je commence par un petit rappel historique de différents événements qui ont fait émerger la question des mobilités actives dans le débat public. Donc, vous pouvez voir à l'écran différentes actions portées à l'échelle nationale par le gouvernement notamment, avec notamment le plan vélo en 2018, qui a été renouvelé au mois de septembre dernier avec un nouveau plan vélo pour la durée du quinquennat. Donc, c'est des avancées législatives et gouvernementales qui ont ancré un peu plus les mobilités actives au cœur du débat public. Mais il y a également des événements historiques qui peuvent faire avancer cette cause. Et donc là, je pense notamment à la crise du Covid et à l'année 2020, à l'occasion du déconfinement, avec de nombreuses collectivités en France qui ont fait le choix de l'urbanisme tactique, donc c'est-à-dire de la mise en œuvre d'aménagements peu coûteux, rapides à mettre en place, et qui ont permis de repenser l'espace public et de repenser la manière dont la marche et le vélo pouvaient se développer sur ces territoires. Et donc le club avait fait à l'époque un suivi qualitatif de ces aménagements et avait pu constater à quel point ça avait été l'outil de l'urbanisme tactique avait été particulièrement apprécié par les collectivités qui se sont rendues compte des pouvoirs qu'elles pouvaient avoir en leur possession pour justement mettre plus de marches et plus de vélos dans leur territoire. Donc la marche en France aujourd'hui, c'est un mode de déplacement qui est omniprésent dans tous nos déplacements et pourtant elle n'est pas au cœur des politiques publiques de mobilité. Donc la marche aujourd'hui, c'est 23,7% en termes de part modale, une part modale qui est d'ailleurs en progression sur ces dernières années. Donc en réalité, on est quasiment tous et toutes marcheurs au quotidien, surtout lorsqu'on prend en compte les déplacements intermodaux. C'est-à-dire quand on finit son trajet après un trajet en transport en commun pour se rendre au travail, ou quand on va récupérer sa voiture garée à 2-3 rues de chez soi, en réalité, on marche quasiment tous au quotidien. Et donc la marche, elle intervient dans 88% de nos déplacements intermodaux. Et surtout, on marche dans tout type de territoire, même dans les territoires peu denses. Et donc là, je vous ai mis à l'écran des données issues d'un document du CEREMA, dont vous pouvez retrouver dans les liens à la fin les détails. Mais donc la marche n'est pas réservée uniquement aux grands pôles urbains. Et donc la marche serait aujourd'hui un mode de déplacement en phase de reconnaissance. Et en tout cas, c'est ce qu'on croit au club. Et je pense qu'on partage cet avis avec nos partenaires de l'ANMA de l'ADEME et du CEREMA. Donc j'ai 3 exemples qui me sont venus en tête sur le sujet. C'est notamment l'ENCOM, donc l'enquête nationale sur les politiques modes actifs qu'on a menée ces derniers mois avec Vélo et Territoire et que vous avez peut-être dû voir passer dans vos collectivités puisqu'on l'a adressée à l'ensemble des collectivités françaises. Donc c'est une enquête qui a lieu tous les 2 ans et pour la première fois cette année, il y a eu des questions sur la marche, donc des questions assez précises et complètes pour savoir quels étaient les financements accordés à la marche dans la collectivité, quels étaient les moyens humains impliqués sur le sujet. Donc les réponses sont encore en cours d'exploitation et l'enquête sera rendue publique au courant du printemps prochain. Mais on a déjà quelques enseignements assez intéressants. Sur les 1200 collectivités qui ont répondu, 35% d'entre elles ont une stratégie piétonne en marche ou en cours de formalisation. Et surtout, sur ces 35% de collectivités, 52% d'entre elles l'ont mise en œuvre au cours des 4 dernières années. Donc ça montre qu'il y a vraiment une vraie actualité du sujet marche. Un deuxième indicateur, c'est les talents de la marche. Donc le club organise depuis plus de 10 ans maintenant les talents du vélo. Et cette année, on a voulu faire la même chose pour les talents de la marche. Et donc on a eu une édition qui a été
très intéressante avec plus de 25 candidatures. Donc les lauréats seront connus par le grand public la semaine prochaine, mais c'est un concours qui a permis de mettre en lumière la grande diversité des actions menées sur la marche en France. On a eu des candidatures qui portaient plus sur l'aspect santé, des candidatures sur la question de l'aménagement, notamment l'aménagement pour la nuit, pour les trajets nocturnes, donc pour un public par exemple féminin. Donc beaucoup d'initiatives qui témoignent de beaucoup de choses foisonnantes autour de la marche et dont l'ADEME et le CEREMA ont pu avoir connaissance parce qu'ils étaient tous les deux membres du jury. Et enfin, donc, le baromètre des villes et des villages marchables qui a été mis en place par le collectif Place aux piétons et soutenu par l'ADEME avec le constat, il y a 2 ans, le constat qu'il y avait peu de données objectives en fait, sur la marche et donc un besoin d'objectiver la situation des piétons et des piétonnes. Donc la moyenne nationale de ce premier baromètre il y a 2 ans était de 9,2 sur 20. Donc, ça a permis de montrer qu'il y avait encore beaucoup de marge de progrès pour améliorer la situation des piétons, notamment sur la question de la sanctuarisation des trottoirs ou de la limitation des conflits d'usage, notamment avec les motorisés. Et donc effectivement, le club a rejoint ce collectif pour porter avec lui la 2e édition du baromètre, qui est ouverte jusqu'au 1er février 2023. Et donc je vous invite également à remplir ce baromètre, à le diffuser, parce que ça donne vraiment des indications très, très précieuses. Et un autre élément que j'ai pas mis, mais c'est un webinaire consacré au plan piéton que le club a co-organisé avec le CEREMA au mois d'octobre dernier. Et on a eu plus de 500 personnes présentes qui étaient très intéressées à l'idée d'avoir des retours d'expérience de collectivités qui ont mis en place des stratégies piétonnes et de pouvoir échanger avec elles sur le sujet. Et donc, pour en venir en fait au club et à son cheminement, donc, comme je vous l'ai dit, le club a été fondé il y a plus de 30 ans. Et historiquement, il s'appelait Club des villes et territoires cyclables. Et on a rajouté en 2021, fin 2021, la mention de la marche. Voilà, avec l'idée de porter en fait, un message de développement conjoint des 2 modes actifs. On a aujourd'hui une part modale du vélo qui est assez faible et on a des objectifs assez ambitieux donc pour l'augmenter dans les prochaines années, donc 9% en 2024 et 12% en 2030. Or, on a déjà l'impression dans ce qu'on peut entendre dans les médias ou dans certains discours, que ce serait déjà la loi de la jungle et que les cyclistes seraient une menace pour les piétons. Donc ça, c'est vraiment un discours qu'on veut, sur lequel on veut apporter une réponse. Or, la réponse qu'on apporte, c'est celle en fait, d'un partage de l'espace public. Et donc c'est pour ça qu'on a par exemple fait une journée au mois de novembre dernier intitulée Marche et vélo, une conquête spatiale, qui a été appuyée par une tribune dans le monde publiée par plusieurs élus du club, avec l'idée qu'en fait, ce qu'il faut dans les territoires, dans les villes et les villages, c'est repenser l'espace public et faire en sorte que la marche et le vélo se sentent légitimes. Et donc, il y a plusieurs mesures pour aller dans ce sens, et je pense qu'elles seront détaillées au cours de ce webinaire. Mais je pense notamment à la une, qui est la limitation de la vitesse et la généralisation de la ville à 30 km/h, qui est une mesure bénéfique à la fois pour la marche et pour le vélo. Et donc ensuite, comment concrètement garantir ce développement conjoint de la marche et du vélo? Donc ça passe par des publications qui se veulent être des outils et des ressources pour les collectivités. Donc là, je vous ai mis à l'écran 2 exemples de documents qu'on a publiés ces derniers mois, avec des témoignages de collectivités donc, qui vont avoir mis en place des zones de rencontre, des expériences de piétonisation, qui vont avoir limité la vitesse, mais pas seulement dans les grandes métropoles. Et ça passe également par des mises en pratique et des ateliers et des formations. Donc, par exemple, un atelier plan de circulation qu'on a fait au courant de l'année 2022 dans plusieurs collectivités, en partenariat avec le CEREMA et l'ANMA, l'Académie des mobilités actives. Et donc là, l'idée, c'est de mettre autour de la table des élus et des techniciens et de les faire travailler et de leur faire connaître peut-être un outil qui en l'occurrence pouvait être méconnu, le plan de circulation, et voir de quelle manière celui-ci pouvait être mobilisé pour favoriser la marche et le vélo sur les territoires. Et donc, toujours avec l'ANMA et le CEREMA, on va reproduire cet atelier, mais cette fois consacré uniquement à la question de la cohabitation entre cyclistes et piétons. Et donc, c'est également l'objectif d'un temps d'échange comme ce webinaire, de poser la question et de trouver ensemble des solutions pour un développement conjoint de la marche et du vélo.
Donc, vous aurez le diaporama avec l'ensemble des liens pour les ressources que j'ai pu indiquer dans cette présentation. Et je passe tout de suite la parole à Monsieur Joanneau. Alors, Merci. Merci beaucoup Romain. Je vais juste reprendre la parole. Je remercie effectivement aussi le Club des villes et territoires cyclables et marchables qui effectivement est partenaire de ce webinaire. Je vous encourage également, si vous avez des questions, alors là, je vois qu'on n'a pas eu nécessairement de questions, mais alors beaucoup de liens dans les discussions en ligne suite à la présentation de Romain. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie chat et on pourra y répondre et prendre du temps pour répondre aux éventuelles questions. Je vais désormais donc passer la parole à Thomas. Merci Marie et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier webinaire à Vélo 2 de 2022 qui est consacré donc à la marche et en particulier à la cohabitation entre piétons et cyclistes. C'est un sujet sensible, un sujet qui est devenu vraiment beaucoup d'actualité ces 2 dernières années, hein, la cohabitation piéton-cycliste à la faveur de l'essor très fort du vélo dans les grandes villes, avec un relais médiatique important, mais c'est aussi un enjeu sur tout type de territoire. Et pour introduire cette notion, eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice tous ensemble en lien avec la question des interactions entre piétons et cyclistes. C'est un sujet qui est très complexe parce que d'un point de vue de sécurité routière objective, eh bien, l'enjeu n'est pas très fort, c'est-à-dire que chaque année, il y a très peu d'accidents graves ou mortels liés à un conflit entre un piéton et un cycliste. Pour autant, c'est un facteur de stress, un facteur d'inconfort important, les conflits entre les piétons et les cyclistes, que les aménageurs, que les acteurs publics doivent prendre en compte. Par contre, eh bien, là où il y a de la complexité, c'est quand il s'agit de savoir les solutions qui existent et quand il s'agit aussi de qualifier les interactions entre les piétons et les cyclistes. Alors, je partage mon écran avec vous et je vous présente l'exercice auquel nous allons nous prêter ensemble. Je vais vous montrer 3 vidéos d'interaction entre un cycliste et des piétons. Et vous allez devoir classer cette interaction en fonction de 4 niveaux, le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Je vous encourage à bien regarder l'écran que vous avez, à bien retenir ces définitions. Hein. Donc il y a l'interaction de niveau 0, c'est il n'est pas observé d'interaction, le comportement n'est pas influencé par la présence d'autres usagers. L'interaction de niveau 1, c'est une interaction que vous allez juger comme acceptable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'intervention sur l'espace public pour éviter que cette interaction ait lieu. C'est une interaction qui correspond au frottement de la ville. On est tous en interaction en permanence sur l'espace public et il y en a certaines qu'on considère comme normales, acceptables. Le niveau 2, c'est l'interaction que vous jugerez comme non souhaitable. Ce n'est pas forcément, comme je le disais tout à l'heure, une situation de danger, il ne va pas forcément y avoir d'accident. Mais par contre, elle est générateur de stress, d'inconfort, elle ne correspond pas aux standards de sécurité ressentis et de confort souhaités par le gestionnaire. Et donc, il faut faire quelque chose, ça peut être l'aménagement, ça peut être de la communication, ça peut être de la régulation, mais il y a besoin de faire quelque chose pour que cette interaction n'ait plus lieu. Et puis le niveau 3, c'est quand vous jugerez que l'interaction, elle est conflictuelle. Donc c'est une situation d'interaction, on va dire, forte, hein, voire même notamment qui peut être de presque accident, hein, mais pas forcément. Donc voilà ces 3 niveaux d'interaction. Et pour les qualifier ensemble et voir comment vous les appréhendez, j'ai mis un lien dans le chat, j'espère que vous l'avez. Et je vous partage simplement ce que ça donne sur votre écran. Hein. Donc, vous allez devoir cliquer sur ce sondage et vous allez vous retrouver devant cette interface.
ici, non, donc je l'ai pas. Vous allez normalement vous retrouver devant une interface où vous avez les trois interactions que je vais vous donner, que vous allez devoir qualifier, hein, interaction 1, interaction 2, interaction 3. Vous êtes déjà 27 à même 30 à vous être connectés. Je vous laisse prendre tous le temps de vous connecter au sondage, hein. C'est assez simple, vous rentrez un pseudo et vous pourrez le remplir. Et donc, nous allons revenir à nos trois vidéos. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à le mettre dans le fil de discussion. L'outil Klaxoon, c'est un outil que vous avez déjà pas mal utilisé, en tous les cas pour les lauréats du premier relevé. J'espère que c'est un outil qui sera aussi utilisable et facilement utilisable par les lauréats du second relevé. Voilà, on en est à combien là? On en est à 46 participants, donc on en est à plus de la moitié. Je vous propose donc ensemble donc, de commencer à regarder ces trois interactions. Donc, voici la première interaction à laquelle vous êtes confronté, que vous allez devoir classer. Je la mets pas en plein écran pour que ce soit plus simple, que ce soit plus fluide au niveau de la vidéo. Voilà, on est sur le pont de la République à Besançon, hein, un pont qui donc a été cette année, en février, rendu aux transports en commun, aux piétons et aux cyclistes. C'est un ouvrage qu'on avait évalué en 2018 ou 2019, hein, où on constatait une forte circulation des cyclistes sur la plateforme tram. Et là, on s'intéresse à cette interaction entre le cycliste, ici, et le piéton qui est ici. Est-ce que pour vous, c'est du niveau 0? Est-ce que c'est du niveau 1? Est-ce que c'est du niveau 2? Est-ce que du niveau 3? Eh bien, c'est à vous de voter sur le klaxon que vous avez, je l'espère, ouvert. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Hein, donc, et puis, nous allons passer à la deuxième. Donc, pour la deuxième interaction, on va changer d'ambiance. On va aller sur un autre aménagement qu'on a évalué, hein, lors du déconfinement. Il s'agit d'un grand giratoire, hein, donc, qui est situé à Créteil, où on avait créé donc, ce qu'on appelle un giratoire à îlot intra-annulaire. On avait fait une piste cyclable que vous voyez ici, unidirectionnelle de 2,50 m de large, protégée par des îlots intra-annulaires. Et donc, voilà, on a observé 1000 interactions suivant ce niveau de classement là, que je vous ai montré, et on les a qualifiées. Voilà, les résultats sont publics, hein, vous pouvez je vous mettrai le lien, hein, des résultats de cette évaluation. Il a été évalué globalement positivement, mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'interaction entre le cycliste, qui est ici, en orange, et puis le piéton, ici, qui traverse la rue. Donc, est-ce que c'est 0, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3? À vous de voter. Donc, là, c'est un exercice qui mérite quand même, qui demande un peu de temps, hein, pour s'interroger quand même. Je vous la refais passer une dernière fois. Voilà, cycliste en orange, traverse, il croise le piéton. Voilà. Voilà pour la 2, et nous allons maintenant aborder notre dernière interaction. Donc, on est à bord d'un vélo cargo, un vélo à grand gabarit. On est à Nantes, et nous sommes dans un carrefour. Et voici l'interaction avec la piétonne. Donc, je vous laisse voilà, classer l'interaction. Je vous la fais passer encore un petit moment. Donc ça, c'est une vidéo qui avait été prise par l'association Classe au vélo, je crois, hein, que j'ai reprise. Ça, c'est pas une vidéo Serena. Voilà.
Donc j'espère que vous avez pu bien prendre connaissance de ces interactions et les classer. Et nous allons maintenant nous intéresser aux résultats. Quelles ont été vos manières de juger ces interactions? Donc je retourne vers le sondage Klaxoon. Vous avez été 52 à participer. Donc je vais peut-être remettre quand même un petit peu les découper. Je repartage mon écran et nous allons pouvoir partager ça ensemble. Retournons sur le pont de la République. Vous vous souvenez de cette interaction avec le cycliste, donc enfant, et la piétonne qui est sur le trottoir. Et bien, pour cette interaction, l'interaction 1, vous avez été une courte majorité, et pas absolue, hein, à la considérer comme non souhaitable. Très juste derrière, vous avez été 40% à la considérer comme acceptable, sachant que pour 14%, vous avez considéré qu'elle était conflictuelle. Donc on voit que voilà, les avis sont partagés, mais c'est complètement normal. Hein, c'est en lien avec eh bien, la complexité hein, de l'exercice. C'est vrai que voilà, au niveau CRMA, quand on s'intéresse à l'interaction pure, c'est-à-dire simplement on fait abstraction qu'il y a une circulation d'un enfant, en l'occurrence, il a plus de 8 ans, hein, donc il est dans l'illégalité, mais ça, à la limite, c'est pas le sujet. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression forcément que comment dirais-je, que les usagers modifient leur trajectoire, mais il peut y avoir quand même chez la personne qui marche, eh bien, un stress qui existe et qui fait que son cheminement ne va pas être aussi agréable que s'il n'y avait pas de cycliste. Donc effectivement, on est entre effectivement 1 et 2. Hein, c'est assez logique. Je vous propose de continuer, donc de nous intéresser maintenant à la deuxième interaction. Donc je la remets pour mémoire, hein, sur cette interaction entre le cycliste qui passe sur le passage piéton et puis le piéton qui traverse sur notre gros giratoire urbain de Pompadour. Nous allons voir comment vous avez jugé cette interaction. Et bien sûr, cette interaction, eh bien, là, vous êtes plus, je dirais, sévère. En tous les cas, vous la jugez plus négativement, puisque vous êtes donc quasiment la moitié à la considérer comme non souhaitable, mais vous êtes 36 à la considérer comme conflictuelle. Hein. Donc, ça veut dire qu'une grande majorité d'entre vous pense que voilà, elle est non souhaitable et il y a besoin d'intervenir pour faire en sorte que cette interaction n'ait plus lieu. Alors là, on voit bien que le cycliste, il roule sur un passage piéton, parce que ça ne correspond sans doute pas à sa ligne de désir. Il vient peut-être de la droite de la vidéo et puis il repart tout droit, donc ça ne correspond pas à sa trajectoire logique de circuler sur la piste cyclable. Toujours est-il qu'effectivement, en termes d'interaction, eh bien, encore une fois, là, moi, je vous donne mon avis, mais qui n'est que mon avis. Moi, je ne l'aurais peut-être pas classé en conflictuel, parce qu'il n'y a pas d'interaction forte. Le piéton, il infléchit un peu sa trajectoire, mais ça reste voilà, quelque chose qui est quand même presque voisin de la vidéo d'avant. Par contre, c'est non souhaitable dans le sens où eh ben, il y a quand même un ralentissement, le cycliste ne circule pas là où le prescrit l'usage, donc effectivement, entre un niveau 2, plutôt, je pense que quand on l'a classé en 2. Et puis, on en termine avec cette interaction 3, hein, donc entre ce cycliste en vélo cargo et puis cet usager piéton qui a donc visiblement son portable et qui aperçoit un peu tard le cycliste. Découvrons ce que vous avez, votre verdict pour l'interaction 3. Et bien pour l'interaction 3, on voit que c'est très partagé. Hein, il y a quasiment, pas tout à fait une égalité, mais
Niveau 1, 2 et 3 se tiennent pas, mais sont quand même assez équilibrés. Hein. Donc, vous êtes 43% à la considérer comme acceptable, donc faisant partie des frottements de la ville. 25% à la considérer comme non souhaitable, et enfin 30% à la juger conflictuelle. Là, c'est vrai qu'on est sur une situation où je dirais qu'il y a quand même une interaction. Moi, je la placerais entre deux, enfin un bon 2 plus, parce que quand même, on a l'usager piéton qui marque un arrêt assez fort et donc les usagers qui modifient fortement leur trajectoire. Donc je l'aurais mis peut-être en 2. Après, il y a la question de la réponse que peut donner le gestionnaire, qui sera sans doute pas une réponse une réponse d'infrastructure. Voilà. Donc c'est vrai que on voit bien qu'il n'y a pas d'unanimité sur la matière de qualifier les interactions. Quand on évalue un aménagement, il y a besoin, en quelque sorte, d'objectiver la subjectivité, c'est-à-dire qu'on a besoin de se mettre sur la table avec toutes les parties prenantes, hein, avec le bureau d'études, avec le gestionnaire, avec éventuellement des associations d'usagers, et de se mettre d'accord et de calibrer un petit peu ces interactions pour faire en sorte d'être sûr qu'on parle le même langage. C'est un travail qui est fin, mais qui est indispensable si on veut atteindre cet objectif d'améliorer et de garantir une bonne cohabitation entre les piétons et les cycles. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup Thomas pour cette petite animation qui nous a permis un peu de rentrer du coup dans le sujet en montrant au niveau interaction des différents exemples. Maintenant, je vais effectivement laisser la parole à Monsieur Christophe Lebihan, donc maire adjoint de Vitré. C'est donc moi qui projetterai, Monsieur Lebihan, votre présentation. Donc, je m'assure. Normalement, vous la voyez bien. Parfait. Et je vous laisse désormais la parole. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très, très honoré de pouvoir témoigner un petit peu de ce que l'on a essayé de faire depuis le début de ce mandat ici à Vitré, petite ville de 20 000 habitants en Bretagne, sur les marges de la Bretagne. Donc, ce que je me propose, c'est de vous présenter en quelques minutes un petit peu quelle a été notre action. Et s'il y a des questions derrière, évidemment, il ne faudra pas hésiter. Et si, au-delà de ce webinaire, certains veulent en savoir un peu plus, venir nous découvrir ou tout simplement échanger par téléphone, Madame Joly, vous êtes autorisée à laisser mon 06, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Donc nous, on a souhaité tout d'abord de favoriser le développement des mobilités actives, et j'étais ravi d'entendre tout à l'heure que parmi les mobilités actives qui vous tenaient à cœur, la marche, bien évidemment. Et c'est vrai que je pense que dans beaucoup de villes, elle a été un petit peu oubliée au profit du vélo. On a beaucoup développé le vélo et on a eu tendance un petit peu à oublier le marcheur, et donc on a été de celles aussi qui souhaitaient laisser une place entière aux marcheurs. Donc, on s'y est tenu et on a essayé de cumuler ces différentes mobilités actives et les voitures. Et on tente, du moins encore, de ne pas choisir sur renoncer. Donc, on essaie de cumuler tout ça. Donc, le premier objectif a été donc de sécuriser le cheminement piéton pour donner envie à tous les types de piétons de pouvoir évoluer dans la ville. Et pour ce faire, eh bien, il fallait sanctuariser les trottoirs. C'est pas une mince affaire. Dans un centre-ville, on voit à peu près ce que ça peut donner, mais on a eu l'audace ou la folie, je ne sais pas comment on doit dire ça, de vouloir le faire sur l'ensemble de la ville, 20 000 habitants, je vous le rappelle. Donc, eh bien, on y est allé à force de pédagogie, de dialogue, sans écarter la répression en stade ultime, bien évidemment, et avec une approche transversale et globale de la problématique. Donc, il faut savoir que tout l'espace public est géré chez nous à travers une concertation interservice qu'on a mis en place en ce début de mandat, où on peut aborder les choses sur le point de vue de la sécurité, de la voirie, des espaces verts, la vie de quartier.
Donc, c'est une concertation interservice que je réunis tous les 15 jours, le lundi après-midi, environ pendant 3 heures à peu près. Et on a à peu près 3 heures équivalentes sur le terrain, à la rencontre de la population et des problématiques dans les quartiers. Donc, ça a été beaucoup de réunions dans les quartiers, justement, pour libérer les trottoirs, essayer de trouver des alternatives. Et peut-être une petite dose de folie supplémentaire, une démarche personnelle en tant que maire adjoint en charge de la sécurité, de l'administration générale, voirie et jeunesse, et d'aller au-devant des administrés et de leur expliquer à chaque fois, en sonnant leur porte, pourquoi il serait de bon ton d'enlever la voiture du trottoir. Non pas enlever la voiture du trottoir n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. La finalité, c'est de sécuriser le cheminement piéton. Donc, régulièrement, ça s'est très bien passé. Et je ne vous cache pas, il y a quelques fois, l'accueil était un petit peu plus tendu, mais on s'y est tenu. Et là, c'est des centaines de Vitréens que je suis allé voir personnellement de la sorte. Ensuite, la police municipale a participé aussi, à travers ses ASVP tout particulièrement, en mettant de la prévention sur les pare-brises à travers les petits papillons. Donc, les principales difficultés qu'on a rencontrées inévitablement, c'est le poids de l'histoire, des habitudes ancrées depuis des décennies. Et si les gens adhèrent assez facilement à l'idée qu'il faut sanctuariser le trottoir, très vite derrière, c'est à charge pour la ville de trouver l'option alternative. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on a à la rechercher ensemble. En tout cas, que si une part revient à la ville, les administrés ont aussi leur part dans cette démarche-là. Donc, on a essayé de mieux exploiter l'existant. Et on a vu nombre de garages individuels retrouver leur vocation première. On a travaillé sur la règle de l'alternat, qui était peu connue. Donc, première quinzaine du mois côté impair et deuxième quinzaine côté pair. Donc là, on a beaucoup communiqué là-dessus parce que en fait, les gens avaient l'impression que soit ils étaient sur le trottoir, soit il fallait se stationner beaucoup plus loin. Non, on leur a expliqué que décaler la voiture de 50 cm ou 1 mètre en restant sur la chaussée pouvait être suffisant. Et le piéton donc pouvait évoluer en toute sécurité et les voitures, certes davantage sur la chaussée, eh bien, allaient participer aussi à apaiser la circulation en resserrant un petit peu la voie de circulation pour les automobilistes. Donc ça, c'était très important pour nous et ça nous a bien aidé. On a parfois aussi identifié un côté de stationnement, donc on l'a matérialisé. Les places, on a créé des cases à l'intérieur des places. On espérait gagner quelques places ainsi. Les places de livraison dans le centre-ville, on a veillé à ce que, passé certaines heures, elles retrouvent la possibilité d'accueillir des automobilistes. Les sorties de garage condamnées, on a veillé aussi à créer des places dessus. Et puis, on a optimisé aussi des solutions délaissées, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment un parking couvert du centre-ville. Et puis, à la marge, bien évidemment, on a dû créer aussi quelques nouveaux espaces, mais ils n'ont pas été très nombreux et la planche à billets, on ne l'a pas trouvée, donc pour moi, il fallait faire avec peu de moyens. Donc, et au bout de tout ça, au bout de 6 mois, 1 an de prévention, de communication, pour ne pas dire de marketing, eh bien, on a dû passer au stade de la répression pour les plus récalcitrants et ce, 7 jours sur 7, de sorte à ne pas laisser penser qu'il y avait des jours où, effectivement, le piéton devait retrouver la chaussée plutôt que le trottoir. Voilà. Et en fait, notre action, on a fait des stades là, par rapport à 2018, parce que 2019, année préélectorale, 2020, 2021, des années un petit peu particulières quand même, avec la Covid. Donc, si on compare 2022 et 2018, on s'aperçoit que, en fait, là où il y avait 2 amendes par semaine pour stationnement gênant, dangereux, on est passé à 6, donc plus 4, mais à 2 en 2018, le problème restait entier. Et j'invite quiconque à vouloir constater par lui-même d'aller sur Google et voir un petit peu le nombre de rues de Vitré, ce qu'elles étaient avant, ce qu'elles sont devenues. Et donc, à 2 amendes par semaine, le problème restait entier. Aujourd'hui, à 6 par semaine, et on a bon espoir que ça diminue, le problème est éradiqué dans sa grande majorité. Voilà. Donc, on avait même un site sur Facebook, les Piétons Flingueurs, qui a reconnu devoir fermer son site tant ça n'était plus utile. Donc, on a quelques marques de soutien comme ça qui sont encourageantes parce que, effectivement, si de plus en plus de Vitréens reconnaissent l'intérêt de ces évolutions,
faut avouer que c'est pas toujours très populaire quand même, faut bien le reconnaître. Mais surtout, si on veut laisser davantage de place aux piétons, il fallait que la politique soit globale et la problématique de la marche ne saurait en aucun cas se réduire au seul trottoir. Donc, il a fallu créer un environnement qui invite à la marche et qui contraigne les non-marcheurs à le respecter. Donc, on a veillé à la réflexion de nombreuses passerelles et de chemins piétons, à l'amélioration progressive des accès au réseau bus, la libération en amont des passages piétons, les 5 mètres requis. Je crois que la réglementation elle sera vraiment en vigueur au 1er janvier 2026, et nous, on y a tenu dès à présent. On a veillé à l'éclairage par LED bleue de dizaines et dizaines de passages piétons. Là encore, ça participe aussi à un climat où vraiment on sent bien que le piéton a sa place. Des panneaux flash, sanctuarisation de trottoirs à l'aide de potelets, notamment ici aux abords d'une école. Donc, on voit bien qu'à différents niveaux, on a veillé à ce que l'environnement laisse penser à l'automobiliste et aux cyclistes, mais on va y revenir, qu'ils n'étaient pas le seul ou qu'ils n'étaient pas les seuls à devoir à partager cet espace public. Voilà. Et au-delà de ça, on a aussi veillé à étendre la zone 30, toujours, et à la rendre effective. Parce que ça, c'est important aussi. Si le piéton est effectivement plus en sécurité sur le trottoir, mais à chaque fois qu'il le quitte, il doit faire face à un flot de véhicules à haute vitesse. Là, on a un vrai sujet. Donc, l'extension de la zone 30, ça a été aussi une de nos priorités, et de la rendre effective. C'est pas moins de 37 000 véhicules qui ont été ainsi contrôlés depuis le début du mandat, avec des contrôles de police très, très visibles, ils se veulent juste dissuasifs. Et sur les 37 000 véhicules contrôlés, pour vous dire, seulement 0,76% ont été verbalisés. Preuve s'il en était besoin de l'approche pédagogique, encore une fois. Donc, en fait, les résultats qu'on obtient de manière générale sont plus liés à la dissuasion, à la communication, qu'à véritablement la répression. Voilà. Et puis, on a voulu aussi développer, alors peut-être qu'on était en retard aussi par rapport à certaines villes, développer d'autres modes de mobilité active, parmi lesquels bien évidemment le vélo. Et pas moins de 20 km de voies supplémentaires ont été créées au profit des vélos. On a resserré aussi les voies des voitures au profit de ces mêmes vélos. Et on a même créé des pistes apprenantes pour que le vélo soit, dès le plus jeune âge, une option alternative aux mobilités. Donc, vous voyez que c'est vraiment une approche globale, et de sorte à ce que le piéton puisse trouver sa place au même titre que le cycliste. Et aujourd'hui, l'un comme l'autre, parce que je perçois bien les difficultés que vous évoquiez tout à l'heure de la cohabitation. Alors nous, on avait surtout le problème de cohabitation entre automobilistes et cyclistes, ou entre automobilistes et piétons. Donc, on a essayé de les traiter par ce que je vous disais tout à l'heure. Et entre les cyclistes et les piétons, eh bien, on veille aussi, avec une forte présence sur le terrain, à ce que le cycliste reste à sa place. Le sentiment de liberté qui va avec le vélo ne doit pas faire oublier quand même que d'autres aussi ont le droit à cet espace public, et le marcheur doit être particulièrement sauvegardé, parce que c'est vraiment le plus vulnérable d'entre nous. Donc, oui au développement du vélo, mais pas aux dépens du cycliste, pas aux dépens, pardon, des marcheurs, et pas aux dépens de l'automobiliste non plus. Je crois que chacun doit prendre sa part aussi dans cette cohabitation sécurisée et harmonieuse que l'on appelle de nos voeux. Voilà, en quelques mots, le témoignage de la ville de Vitré. Et là, ici, vous avez un bois là, qui a été réaménagé en piste apprenante, voilà, en slide de fin. Donc, je me livre en pâture à vos questions. Un grand merci, Monsieur Le Bihan, pour votre présentation. Je vais laisser la parole du coup à notre modérateur Flavien. Et effectivement, les questions étaient nombreuses, Flavien. Merci, Monsieur Le Bihan. Bonjour à tous. En effet, plusieurs réactions dans le chat. Certaines personnes qui qualifient de
d'impressionnant les réalisations, mais tout en restant anonyme. Mais je vais plutôt me centrer sur les questions. La première, elle porte sur le principe de l'alternance dont vous avez parlé tout à l'heure. Peut-être que vous pouvez rappeler la vertu de cette évolution. Est-ce que en fait, l'état initial, c'était qu'il y avait deux côtés qui étaient utilisés et du coup, on passe à un seul côté et du coup, on comprend bien l'intérêt? Ou est-ce que, enfin voilà, si vous pouvez nous en dire plus sur cette question-là. Avec grand plaisir. En fait, oui, les deux côtés, et surtout, mais un petit peu des deux côtés, parce que beaucoup sur les trottoirs. En fait, on protégeait le rétroviseur, donc on se mettait beaucoup sur le trottoir. Et en fait, ce qui était très impressionnant, c'est quand on va au contact comme ça des administrés, des riverains, c'était de nous dire, ben oui, mais je mets ma voiture sur le trottoir, justement, c'est pour ne pas gêner. C'est-à-dire, dans le prisme de chacun, la circulation, elle était exclusivement automobile. Donc, les gens se mettaient beaucoup sur le trottoir justement pour ne pas gêner les automobilistes. Sauf que la donnée donc, du piéton n'était pas prise en compte. Et lorsqu'ils l'intègrent, ben effectivement, là, ils imaginent très bien la voiture sur la chaussée et donc ils craignent effectivement qu'elle soit abîmée, que le rétroviseur, voilà, parce que c'est dangereux d'avoir la voiture pleine et entière sur la chaussée. Dans le même temps, d'avoir le piéton sur la chaussée, l'interrogation n'y était pas. Alors, on leur a expliqué qu'effectivement, la loi permettait de stationner sur la chaussée, première quinzaine du mois, donc du côté impair, et deuxième quinzaine, côté pair. Et il a fallu faire montre de beaucoup de pédagogie là-dessus, veiller à ce que la ville soit bien en règle avec ça. Donc, on a veillé à ce que toutes les entrées de ville prévoient cette règle de l'alternat. Et puis, à travers la communication, que ce soit les publications municipales, que ce soit à travers la presse, et puis, je vous dis, la présence terrain, on est arrivé à faire accepter ça. Et aujourd'hui, en fait, les gens donc, gardent une voiture tout proche de chez eux parce qu'elle est juste décalée de 50 cm, 1 mètre, mais elle est en face chez eux. Et à chaque fois, parce que la configuration de la rue le permettait ou que les riverains le souhaitaient, plutôt que d'avoir à changer chaque quinzaine, parce qu'on peut comprendre que ça peut être un peu fastidieux, surtout quand on arrive à la moitié du mois, eh bien régulièrement, les administrés nous disaient, à ce moment-là, nous on préférait que ça n'ait un seul côté. Dans ces cas-là, on mettait un panneau à l'entrée de rue et on disait côté de stationnement, tout simplement. Mais ça, c'est des avancées qui permettent de libérer les trottoirs qui, franchement, ne coûtent rien, si ce n'est beaucoup de temps et de sueur. Merci pour cette réponse. Du coup, on comprend que finalement, la solution de l'alternat, plus qu'une solution technique, c'est une solution d'accompagnement pour accompagner les changements d'habitude. Pour rebondir sur ça, il y a une question qui porte justement sur l'avis de la population. Quel retour vous avez perçu de la population, avant de parler des changements réels de comportement, en termes de retour que vous avez de la population? Est-ce qu'il y a un bon niveau de satisfaction que vous pouvez mesurer ou au contraire des difficultés? Je crois que ça évolue. Au début, je pense que c'est le poids des habitudes, le poids des années. C'est impopulaire, on va être très clair. D'aller dans les quartiers, les gens nous disent, voilà, il y a très peu de personnes à passer. D'ailleurs, on voit très peu de vélos, on voit très peu de piétons. Quand on a développé les bandes cyclables, c'était pareil. À quoi bon, il y a très peu de vélos. C'est le problème de l'œuf et de la poule. Donc non, au départ, c'est pas forcément populaire. Mais on a du mal à le sonder parce qu'on entend surtout les mécontents. Les gens contents, on les entend beaucoup moins, mais je pense pas que ce soit une spécificité locale. Sauf qu'au bout de 2 ans, là, on voit bien que c'est vraiment, ça rentre vraiment dans les mœurs. Et on a même des signalements aujourd'hui de gens qui s'étonnent de voir une voiture sur un trottoir. Et régulièrement, et ça c'est plutôt cocasse, les Vitréens maintenant, quand ils vont en extérieur, s'étonnent de voir des voitures sur les trottoirs dans d'autres villes. Donc, ça suit son chemin, mais faut prendre son temps. Eh bien, du coup, quelque chose qui prend un peu de temps et peut-être une dernière question qui est liée, c'est la question du changement de comportement, mais aussi de l'attrait touristique de votre ville. Est-ce que finalement, les évolutions que vous avez engendrées, vous êtes en mesure de les lier justement à l'attrait touristique de votre ville? Est-ce que vous avez peut-être des retours des touristes qui passeraient par là? Alors, des touristes, pas
pas particulièrement, mais des habitants, notamment des seniors qui apprécient vraiment, des jeunes parents. On commence à avoir ce retour-là. Et puis l'intérêt aussi peut-être même à travers ce webinaire, c'est pas forcément des touristes qui iront là, mais c'est des touristes potentiels. Effectivement, le fait de parler de Vitré et de ses efforts pour partager l'espace public, je pense que à lui seul, à elle seule, cette démarche-là ne sera pas une source d'attrait touristique, mais pour qui s'intéressera à Vitré, ils apprécieront d'autant plus de pouvoir évoluer sereinement à Vitré, que ce soit à vélo, que ce soit à pied ou avec leur voiture. Merci. J'ai fait le tour des questions principales. Il y a une personne qui sera intéressée pour plus d'images sur votre piste pédagogique, mais vous pouvez peut-être échanger avec cette personne dans le chat ou elle pourra vous recontacter à l'issue du webinaire. Voilà. Tout à fait, Madame Joly ou autre. Vous pouvez laisser mon 06 et avec grand plaisir, avec les participants et autres, si d'une manière ou d'une autre, on peut participer à cet effort attendu de tous, ce sera avec grand plaisir. Et merci encore de l'intérêt porté à notre petite ville. Merci à vous, Monsieur Le Bihan, pour partager en plus avec autant d'enthousiasme et autant d'envie de faire des choses sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez accès au chat également, Monsieur Le Bihan. Il y a une ou deux questions qui n'ont pas pu être répondues, notamment sur la question de la zone 30 et sur d'autres questions. Donc, vous pouvez aussi directement répondre dans le chat de la discussion. Je vais désormais laisser la parole à Madame Sophie Carré de la ville d'Aix-les-Bains. Donc, de même, je partage mon écran avec votre présentation et je vous laisse la parole, Madame Carré. Monsieur Le Bihan, n'oubliez pas de couper votre micro, puisque je vois que vous êtes encore en… Voilà. Merci. Madame Carré, est-ce que vous êtes présente? Tout à fait. Oui, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci au CEREAMA et aux organisateurs donc, pour leur invitation à participer à ce webinaire. Donc, de mon côté, je vais vous présenter donc, le diagnostic de continuité piétonne qui a été amorcé à l'automne 2021 par la ville d'Aix-les-Bains. Et puis, dans un second temps, nous tenterons ensemble de répondre à la question de savoir si le plan piéton peut être un outil favorable au vélo. Donc, quelques chiffres pour vous présenter la ville d'Aix-les-Bains. La ville d'Aix-les-Bains est une station balnéaire et thermale qui est située en Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est située donc c'est la ville-centre en fait d'un territoire peu dense qui compte 30 000 habitants sur une agglomération de 78 000 habitants avec 28 communes. C'est une ville qui est située entre lac et montagne, ce qui lui confère une attractivité indéniable, mais également pour les aménageurs des contraintes en matière de dénivelé. Et puis c'est une ville qui est constituée également, enfin qui contient en tout cas des zones d'activité sur ses hauteurs et également en périphérie sur des bourgs tels que les villes de Grésy-sur-Aix, Méry ou le Bourget-du-Lac, avec également un campus universitaire. Alors, la communauté d'agglomération Grand Lac et la ville d'Aix-les-Bains, donc le Grand Lac est l'autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire. Ces deux collectivités se sont lancées dans une politique volontariste en matière d'infrastructures douces, avec en 2021 l'actualisation du schéma directeur cyclable intercommunal. Et puis une dynamique vélo indéniable. Il faut noter également que Grand Lac est lauréat du programme Avélo 2 avec des réponses en matière de financement sur les 3 volets du programme. La dynamique vélo a été confirmée par l'ouverture de la vélostation Vélodéa qui se trouve en face de la gare d'Aix-les-Bains. L'aide à l'achat pour acquérir un vélo à assistance électrique, 2 labels, le label Territoire Vélo et Villa Vélo du Tour de France. Également le savoir rouler qui est maintenant mis en place depuis 3 ans dans toutes les écoles élémentaires de la ville grâce à la contribution des moniteurs sportifs, mais également de la police municipale.
de nombreuses actions de sensibilisation qui sont assurées par la société publique locale Agence Écomobilité Savoie-Mont-Blanc. Et enfin, une station de recharge pour les vélos à assistance électrique hydrogène inaugurée à l'automne dernier. En 2020, la ville d'Aix-les-Bains a réalisé un certain nombre d'aménagements cyclables transitoires. Le schéma directeur cyclable communal est en cours de finalisation dans la continuité du schéma directeur intercommunal. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la ville a souhaité en fait se lancer dans un plan piéton amorcé en 2021 par la réalisation d'un diagnostic de continuité piétonne qui a la particularité d'avoir été réalisé en interne grâce au précieux soutien d'un étudiant, Mathis Brancard, qui a réalisé en fait son année d'alternance dans nos services pour réaliser ce diagnostic piéton et qui, à l'automne dernier, a également rejoint nos équipes donc pour m'aider au quotidien sur les thématiques de mobilité durable. Le baromètre des villes cyclables, c'est un repère pour nous. Donc, la ville d'Aix-les-Bains a été évaluée à la 10e place sur 254 villes moyennes évaluées. Et le baromètre des villes marchables a noté en B la ville d'Aix-les-Bains en 2021, ce qui correspond à un climat de marche plutôt favorable. Pour autant, les efforts à réaliser sont encore, pour nous techniciens qui œuvrons au quotidien sur le terrain, encore nombreux à réaliser. Le diagnostic de continuité piétonne est constitué de 3 volets. Donc, nous avons d'abord réalisé un état des lieux en matière de trottoirs pour connaître leur état, les endroits où il en manquait et les évaluer. Ensuite, nous nous sommes intéressés à la place du piéton en cœur de ville. Et enfin, nous avons complété cette analyse par le recensement de tous les cheminements piétons qui pouvaient venir compléter les trottoirs. Tout ceci pour aller vers progressivement la réalisation d'un plan piéton communal avec son volet d'aménagement, donc son schéma directeur, et puis toutes les actions d'accompagnement qui vont permettre en fait sa mise en œuvre et son acceptation par les usagers. Alors, pourquoi un diagnostic piéton? Eh bien, pour répondre à de nombreuses demandes d'usagers. Donc, comme le disait Monsieur Le Bihan tout à l'heure, la concertation et le travail avec les usagers est quelque chose de très important. Notre service concertation avait recensé un certain nombre de demandes d'usagers en matière de sécurité, de continuité et d'accessibilité. Il y avait également un fort besoin de jalonnement et une demande exprimée en faveur de l'édition d'un plan des itinéraires et temps de marche, que ce soit sous format papier ou sous format numérique. Nous avons donc identifié une forte volonté de structurer, de prioriser, de hiérarchiser pour pouvoir planifier les aménagements. La méthodologie, ça a été, comme je vous le disais, de partir de la concertation. Nous avons essayé de cartographier toutes les demandes des usagers piétons concernant les trottoirs que nous avons complétées par des enquêtes comme le baromètre des villes marchables. Cela nous a permis d'obtenir une cartographie avec un certain nombre de points noirs, mais nous avons ressenti aussi le besoin de compléter cette analyse ou ce recensement en identifiant des critères et en les classant. Donc, je vous en donne quelques exemples. Les trottoirs, voilà, on a essayé d'étudier leur largeur pour voir si elle était conforme, leur état, est-ce qu'ils étaient en bon ou en mauvais état. On a regardé s'il y avait des abaissements trottoirs pour faciliter l'accessibilité. On a aussi observé si les trottoirs étaient situés dans des zones où il y avait du dénivelé. Et puis, on a regardé aussi les phénomènes d'éclairage public, l'encombrement, etc. Et tout ceci a été appliqué au travers d'un relevé terrain. Cela nous a permis en fait d'obtenir une cartographie comme celle que vous découvrez, où là, spécifiquement, la carte fait état en fait du recensement qui a été opéré sur la largeur des trottoirs. Ensuite, comme les cartes étaient très fournies et devenaient un peu illisibles au fur et à mesure qu'on appliquait les différents critères, nous avons opté pour un découpage par quartier qui nous a permis ensuite d'appliquer l'ensemble des critères et d'avoir une vision assez fine quartier par quartier. Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à l'apaisement des vitesses, donc sur l'ensemble du territoire et ensuite plus particulièrement sur le centre-ville.
Et comme le disait également Monsieur Le Bihan avant moi, l'important a été vraiment de déterminer une cohérence dans la délimitation des zones et dans l'aménagement de l'espace. Et puis, ce qui nous est apparu important, puisque beaucoup d'usagers ont passé leur permis de conduire en des temps où la zone 20 ou la zone 30 n'existait pas, il nous a paru important de pouvoir concevoir une campagne de communication pour faire connaître les zones 20 ou les zones 30 et rappeler les règles de partage de la chaussée. Et puis enfin, après avoir étudié les trottoirs puis l'apaisement des vitesses, nous avons complété l'analyse par le recensement des cheminements piétons. Environ 3 km de chemins et escaliers existants à mettre en avant avec des interconnexions à créer, des itinéraires à développer. Tout ceci pour aller vers, petit à petit vers l'élaboration du schéma directeur en repartant du centre-ville pour finalement tracer un certain nombre d'axes structurants sur un réseau magistral. Ensuite, sur la slide d'après, on voit qu'à partir de ce réseau structurant, on peut élaborer aussi un réseau secondaire. Puis sur la troisième slide, on fait apparaître les connexions interquartiers. Le diagnostic de continuité piétonne, donc comme vous le voyez, c'est la base pour aller petit à petit vers l'élaboration du schéma directeur piéton qui est prévu pour fin 2023. Alors nous arrivons à la deuxième partie de la présentation avec le questionnement de savoir si le plan piéton est un outil en défaveur ou en faveur du vélo. Alors, pour répondre à cette question, il est important de se rappeler les enjeux qu'ici nous connaissons tous, qui sont des enjeux communs à la marche et au vélo. Nous en avons parlé dans les présentations précédentes. La réduction du tout-voiture, la préservation de la qualité de vie, la santé, la sécurité, les questions de mobilité inclusive, d'accessibilité, le développement durable et la prise en compte du vieillissement, puisque à Aix-les-Bains, nous avons beaucoup de retraités également et la population de curistes est également relativement âgée. Alors, plan piéton et vélo, on se rend compte aussi que la méthodologie est similaire et qu'elle présente de nombreux recoupements. Comme le plan vélo, le plan piéton est une composante de la politique de mobilité active qui s'intègre à la stratégie de développement du territoire. Et à chaque fois qu'on se préoccupe d'élaborer un plan piéton ou un plan vélo, on se retrouve effectivement à se préoccuper de l'apaisement des vitesses, du plan d'urbanisme, du plan de circulation et de la politique de stationnement. Le volet aménagement et son schéma directeur, qu'il s'agisse de piétons ou de cycles, comprend toujours une réflexion autour des pôles d'activité générateurs de mobilité, des établissements scolaires et de leur sécurité à leurs abords, du développement durable et de la végétalisation, qui sont des thématiques qui prennent de l'importance au fil du temps, ainsi que des points d'attrait culturels. Le volet concertation, sensibilisation, communication et accompagnement est également un volet important dans les plans piétons et vélos. Et on se rend compte là aussi que lorsqu'on met en place un PDES, c'est-à-dire un plan de déplacement établissement scolaire, ou qu'on réfléchit à mettre en place une rue scolaire, très vite, les deux modes qui sont pris en considération sont le piéton et le cycle. Et comment faire pour qu'ils n'entrent pas en conflit sur des zones comme les voies vertes, les zones piétonnes, les zones de rencontre ou les zones à 30 km/h. Alors, pour nous, une analyse différenciée est nécessaire, c'est-à-dire repartir du mode de déplacement, qu'il soit piéton ou cycle. C'est important parce que ça permet d'être assez exhaustif et puis de ne rien laisser passer et de tracer des itinéraires qui vont peut-être pouvoir être propres à chaque mode de déplacement. Pour autant, dans 80 à 90% des cas, l'espace public étant limité, on va se retrouver à essayer de chercher une articulation entre les différents modes sur un même espace public et à concevoir des aménagements qualitatifs, confortables, avec une lecture apaisée. On va chercher à adapter l'espace public qui est souvent contraint, notamment en matière de largeur,
pour obtenir un meilleur partage de la chaussée. Et l'objectif, c'est bien sûr de ne pas opposer les modes de déplacement, mais de les intégrer au mieux compte tenu des besoins et de l'espace disponible. Quelques exemples voilà, d'aménagement spécifiques pour chaque mode. C'est notre objectif à chaque fois que cela est possible. Et c'est malheureusement, plus on avance en fait dans la thématique, de moins en moins possible de pouvoir obtenir un aménagement comme celui de l'avenue de Maréchal de Latte de Tassigny, où là, on a eu la chance d'avoir l'espace pour concevoir des cheminements piétons, une bidirectionnelle cycle séparée de la chaussée par un espace végétalisé, 2 bandes cyclables et 2 voies de circulation. En dessous, vous voyez l'avenue du Petit Port, c'est un quartier résidentiel dans lequel on a mis en place un aménagement qui était d'abord transitoire et puis qu'on a pu pérenniser. Il s'agit d'une chaussée à voie centrale banalisée. Alors, je l'ai appelée urbaine adaptée parce qu'elle a fait l'objet d'un certain nombre de transformations. Notamment parce que les voies latérales sont réservées au cycle, puisque vous voyez sur le côté qu'il a été possible également de matérialiser un cheminement piéton séparé de la chaussée par une bande végétale. Voilà. Mais la CVCB, là, que vous voyez, elle a été aménagée avec un dispositif d'apaisement des vitesses de type B15-C18, donc un alternat. Sur la photo suivante, sur la diapo suivante, vous voyez que il n'est pas toujours possible de concevoir des aménagements pour chaque mode, en particulier sur cette route départementale qui est le boulevard Franklin Roosevelt, où a été inaugurée récemment une voie verte dans le cadre du projet de véloroute des 5 lacs. Donc, afin d'éviter en fait les conflits, puisqu'il n'était pas possible en fait de faire une bidirectionnelle plus un cheminement piéton, il a été décidé de maintenir la bande cyclable de manière à permettre aux cyclistes qui souhaitent rouler rapidement d'emprunter plutôt la bande cyclable que l'aménagement partagé. Et puis, sur les 2 photos du dessous, vous voyez donc des zones de rencontre, 2 types de zones de rencontre. Une qui a été conçue en tant que telle comme zone de rencontre, donc dans le cadre de la requalification d'une voie. Et puis, une autre zone de rencontre qui a été aménagée un petit peu de manière un petit peu plus transitoire, on va dire, et sur laquelle on utilise du marquage pour sensibiliser en fait les usagers au respect de cette zone de rencontre. Et pour finir, un projet qui tient à cœur à la ville d'Aix-les-Bains et qui devrait être réalisé d'ici à la fin 2026. Il s'agit de relier le centre-ville au lac par une voie douce qui fait 2 km. Et cette liaison douce, en fait, va être aménagée en 4 sections, avec toujours la recherche de la solution la plus qualitative pour chaque mode, et notamment les piétons et les cycles, en fonction de l'espace disponible. Et pour arriver à ce résultat, en parallèle de l'étude qui est réalisée, nous avons décidé de réaliser en fait des aménagements ou des marquages transitoires qui vont permettre d'alimenter l'étude en cours grâce à toutes les remontées d'expérience et aux témoignages des usagers qu'on va pouvoir collecter. Voilà, donc le plan piéton est-il un outil également en faveur du vélo? Vous l'aurez compris, la réponse est et doit être oui. Et a fortiori, le plan piéton doit être un outil en faveur de l'ensemble des mobilités actives et inclusives. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Madame Carré, pour cette présentation. Je laisse désormais la parole à Flavien pour reprendre les questions effectivement du chat. Oui, bonjour. D'abord, merci pour cette présentation. On voit bien la complémentarité de 2 démarches, celle de planification et celle de réalisation. Et on voit que vous n'avez pas attendu la fin du travail de planification pour réaliser. C'est un bon exemple qu'on peut que conseiller en matière de méthode. Quelques questions du coup dans le chat. La première, c'était quelque chose que vous avez dû préciser, mais si vous pouvez le repréciser, c'est la temporalité en matière de schéma cyclable et notamment quand vous avez commencé à réfléchir au schéma piéton, qu'est-ce qui préexistait en matière de schéma cyclable?
Alors, la chronologie, ça a été l'actualisation du schéma cyclable intercommunal en 2021, donc à laquelle la ville d'Aix a fortement participé. Et dans la continuité, on a amorcé le schéma cyclable communal qui va être finalisé là en début d'année prochaine. Et effectivement, le plan piéton, ce n'est pas une démarche intercommunale. C'est vraiment une demande en fait qui a été souhaitée par les élus au niveau de la ville-centre. Et donc, du coup, elle a été amorcée, on va dire, un petit peu en parallèle, mais avec un léger décalage quand même dans le temps, puisque c'est vrai qu'on a eu une grosse politique en faveur du vélo qui a été menée depuis 2020. Du coup, ça répond un petit peu aux questions. On peut se dire que les deux plans ne sont pas complètement couplés. Par contre, ils s'articulent entre eux. Enfin, vous pourrez Absolument. corriger. Ils sont absolument complémentaires. Et puis en plus, c'est vrai qu'on travaille ensemble. Voilà, on travaille les deux plans en même temps. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un petit décalage de temporalité, mais pour autant, sur le quotidien et sur la conception des aménagements, ça n'a pas d'impact. Merci. Je poursuis un petit peu avec les questions. Comme on a traité les deux modes, comment est-ce que vous avez hiérarchisé les besoins respectifs des deux modes, notamment dans les zones contraintes et hors du centre-ville, où on va avoir des trafics motorisés plus importants? Alors, comme le disait Monsieur Le Bihan avant moi, c'est vrai que le piéton reste quand même prioritaire par rapport au cycle. Alors, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est assez naturel en fait de s'attacher on va dire, aux usagers les plus fragiles. Donc, lorsqu'on conçoit un aménagement, effectivement, on va regarder l'espace disponible et on va s'intéresser d'abord au cheminement piéton et à l'accessibilité également, qui est un axe assez fort au niveau de la ville d'Aix-les-Bains. Et puis ensuite, effectivement, on va intégrer le vélo et les autres modes. Et du coup, on fait un peu le lien entre toutes les questions. On voit que quand on va traiter cette question de l'accessibilité, parfois on va avoir de nouveau un espace contraint, ou alors on a des rues étroites, ou même sans ça, on a un espace contraint. Est-ce que la question des plans de circulation, dont vous avez un petit peu parlé, c'est quelque chose vers quoi vous êtes déjà allé? Est-ce que vous avez des projets de modification des plans de circulation motorisés pour justement trouver de la place à la fois pour le vélo et pour les piétons? Absolument, pour nous, c'est absolument indispensable d'avoir cette réflexion-là. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à mobiliser, on va dire, la ville sur la réalisation d'un plan de circulation global. C'est pour ça que j'étais très intéressée par par vos propositions d'atelier, parce que je pense qu'en plus, si on peut les rendre participatifs, ça peut être vraiment très intéressant. Pour l'instant, l'option que nous avons choisie, c'est de faire des études de circulation, mais plutôt dans des quartiers ou sur des sites particuliers. Donc, on a réalisé plusieurs études de circulation, une dans le centre-ville, dans l'hypercentre, en lien avec les futurs travaux qui vont être réalisés dans les thermes, et puis une autre étude au niveau des bords du lac, justement en lien avec cette liaison centre-ville-lac, où on a fait travailler un cabinet, effectivement, qui nous a fait un certain nombre de préconisations. Bien, merci. Bon, il va rester quelques questions. Je vous laisserai, si vous le pouvez, y répondre dans le chat. Peut-être une toute Absolument. dernière avant de repasser la main à Marie. Donc, vous êtes un territoire très touristique, notamment l'été, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous avez intégré cette problématique dans vos réflexions et est-ce que cette population particulière a été concertée? Voilà, on terminera sur cette question avant de reprendre la main. Alors effectivement, hein, la population aixoise double en période estivale et de cure. Le public des visiteurs est plus difficile à consulter. Pour autant, nous menons aussi une collaboration assez étroite avec l'Office du tourisme intercommunal, qui a également sa propre commission sur la mobilité durable et sur la mobilité douce. Donc, on travaille sur ces thématiques pour avoir effectivement des remontées des personnes qui viennent en visite sur le territoire. Merci beaucoup, Madame Carré. Merci beaucoup, Flavien, pour la modération. Merci à vous. Je vais désormais laisser et redonner la parole à Flavien Lopez, mais cette fois-ci en tant qu'intervenant, et Cédric Boussuge, donc mes collègues du CEREMA, pour qu'ils nous présentent les aménagements qui assurent une bonne cohabitation. Bonjour.
Alors, je vais commencer parce que Flavien et moi, en fait, on va vous parler d'aménagement visant une bonne cohabitation Python cycliste. Donc, on va se focaliser sur cet angle d'aménagement et allons donner en fait quelques repères sur la différence entre ressenti et accidentologie et quelques repères aussi sur les différents aménagements, notamment séparatifs ou mixtes, en fonction des zones. C'est vrai qu'on voit des articles de presse assez marquants sur les questions d'accidentologie à chaque fois qu'il y a un accident mortel entre piétons et cyclistes, ou entre piétons et trottinettes aussi. Ça illustre des problématiques qui se sont accentuées avec l'augmentation des flux cyclistes et notamment l'arrivée des trottinettes électriques en ville. Et en tout cas, ça se traduit par un ressenti assez fort des piétons et assez problématique des piétons en tout cas. Là, je vous fais un extrait du baromètre des villes marchables qui a déjà été cité plusieurs fois, celui d'il y a 2 ans, qui avait recueilli environ 68 000 réponses. Même si les réponses ne sont pas représentatives de la population française, ça donne quand même une bonne idée du ressenti. Et je vais m'intéresser juste sur les chiffres de 60% en haut à gauche qui pensent, des piétons, qui pensent que la circulation des véhicules motorisés est gênante. Et en même temps, il y a aussi 52% et 54% qui pensent que la circulation avec les déplacements motorisés ou bien avec les cyclistes. Alors, c'est assez mal formulé dans le texte, en fait, mais c'est 54% pensent que les aménagements cyclables constituent un facteur d'insécurité. En fait, c'est plutôt que la relation avec les cyclistes constitue un facteur d'insécurité. Donc, c'est un ressenti assez rude. Il y a aussi un autre ressenti assez fort qui sort de ce baromètre, c'est le fait que les piétons, vous souhaitez beaucoup d'aménagements séparatifs par rapport aux autres modes. C'est beaucoup plus présent dans les très grandes villes, ce qui est marqué là, que dans les plus petites. Mais voilà, cette question de la séparation, en tout cas, très discuté. Par contre, ce ressenti en fait se traduit pas forcément en termes d'accidentologie, c'est-à-dire que en fait, on a environ 2 à 3 morts par an piétons contre un cycliste et 2 morts par an entre un piéton et un engin de déplacement personnel motorisé. C'est un chiffre à comparer en fait aux 500 piétons qui sont tués par an contre des véhicules motorisés. Donc là, il y en a 165 contre des véhicules de tourisme en ville, en agglomération. Voilà, il y a un ratio qui est en fait assez différent. En accidentologie, donc si on ne regarde pas forcément que les gens qui sont tués, mais tous les accidents qui sont assez graves pour qu'il y ait eu une déclaration de service de la police et un remplissage des fiches BAC, on voit qu'il y a environ 300 piétons qui sont blessés à cause dans un accident avec un cycliste et 127 avec un EDPM. Par contre, on a 8000 piétons qui sont blessés à cause d'un engin motorisé. Voilà, c'est le ratio, même si ces chiffres sur les blessés sont beaucoup moins fiables que les chiffres sur l'accidentologie mortelle, ça reste des ordres de grandeur quand même comparables. En tout cas, pourtant, il faut quand même traiter les deux, l'accidentaux et le ressenti, car les deux ont un impact fort sur le choix de mobilité. Et sur la deuxième partie, sur les questions d'aménagement, en fait, Flavien, vous détaillez, les interactions sont un peu différentes selon les endroits, mais aussi selon les fréquentations, selon les aménagements et selon les comportements. Voilà, par exemple, on n'a pas le même ressenti ni les mêmes pratiques sur une aire piétonne un jeudi matin à 8 h du matin où tout le monde part en travail ou des cyclistes qui peuvent l'utiliser comme un raccourci qu'un samedi après-midi où il y a une foule de piétons et où du coup il n'y a pas d'intérêt non plus pour les cyclistes de passer par là. Flavien, je te laisse poursuivre. Oui, merci Cédric. Du coup, je vous partage mon écran. Et bien voilà, ce qu'on va faire, c'est essayer de balayer les types d'aménagements possibles pour organiser une présence mutuelle, harmonieuse des piétons et des cyclistes sur l'espace public.
et ces solutions d'aménagement, pour qu'elles puissent accueillir un grand nombre d'usagers dans leur diversité, faut qu'elles soient inclusives, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles engendrent le moins possible de sentiments d'insécurité chez les usagers. Et ça renvoie un petit peu à l'exercice auquel vous avez participé tout à l'heure. On a vu qu'il y avait des sensibilités très différentes chez les uns et les autres, et ça veut dire que lorsqu'on aménage, il ne suffit pas, pour être inclusif, de se baser sur sa propre sensibilité, mais il faut aussi aller regarder ce qui se passe chez les publics qui sont plus fragiles, pour comprendre ce qui peut les bloquer dans leur utilisation de l'espace public en tant que piéton et en tant que cycliste. Et donc, on va avoir deux familles. On va avoir des aménagements pour lesquels une cohabitation sur un même espace peut fonctionner, sous conditions. Et ensuite, on va avoir une autre famille d'aménagements où là, les piétons et les cyclistes vont circuler sur des espaces voisins. Donc, la première famille, c'est celle qui propose une cohabitation qui fonctionne sur un même espace. Et on va voir que ça va fonctionner suivant les flux d'usagers, mais aussi suivant le niveau de service recherché. Pourquoi? Parce que parmi ces espaces, on a par exemple l'aire piétonne. Donc, il y a l'article R110.2 du Code de la route qui définit les types d'aménagement. Je ne redonne pas les définitions exactes, vous pourrez aller les chercher. Par contre, je ne les déforme pas, je fais juste des extraits. L'aire piétonne, c'est une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Ça veut dire que l'objectif d'une aire piétonne, c'est bien de maximiser le niveau de service piéton. Et donc, l'objectif, c'est que les piétons qui y circulent s'y sentent bien. Et dans ce contexte-là, les autres usagers qui y sont invités, éventuellement autorisés, tolérés, ils circulent à l'allure du pas. Et c'est le cas des cyclistes. Donc, ça veut dire que généralement, les aires piétonnes sont peu compatibles avec un transit efficace vélo. On ne souhaite pas y voir circuler des vélos à 20 km/h. Alors que sur des axes de transit vélo, justement, on aimerait permettre aux cyclistes d'aller à un endroit de manière efficace pour rendre le mode attractif. Ensuite, il y a la zone de rencontre, c'est un autre type d'aménagement, où là, contrairement à l'aire piétonne, c'est quelque chose que je n'ai pas reprécisé explicitement, mais c'était sous-entendu, donc il n'y avait pas de véhicules motorisés sur l'aire piétonne. Bien sûr, la zone de rencontre, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. L'aire piétonne, elle permet la circulation de tous les usagers en mixité, avec un idéal de conception où finalement les espaces de type bordure sont inexistants. Les piétons ont le droit de circuler sur la chaussée. Il y a un certain nombre de règles qui sont associées à la zone de rencontre. Et bien, dans cette zone de rencontre, on a bien une mixité des usages, y compris avec les véhicules motorisés. Mais pour que ça fonctionne, il faut que cette présence motorisée elle soit limitée. Donc, on encourage un travail sur les plans de circulation pour avoir moins de 2000 unités de véhicules particuliers par jour, donc globalement 2000 véhicules par jour. Et ça peut donner les conditions pour avoir une zone marchable et cyclable. Et puis, un troisième outil réglementaire qui permet la mixité, c'est la voie verte. Et là, si on s'intéresse là encore à la définition, la voie verte, c'est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés. Et depuis quelques mois maintenant, ça peut aussi permettre la circulation de quelques véhicules motorisés pour accéder à des zones riveraines. Et du coup, cette définition, elle confirme le fait que la voie verte n'est pas une dépendance d'une voirie générale et que si on regarde l'aspect réglementaire, en tout cas, ça ne peut pas être implanté sur un trottoir. Il faut qu'il y ait une notion d'indépendance par rapport à la route qui pourrait être proche. Et du coup, la voie verte, ça va bien fonctionner à condition d'avoir des rencontres entre les usagers, des interactions qui vont être peu fréquentes et qui vont bien se passer. Donc, ça renvoie un petit peu à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, c'est un aménagement qui va fonctionner lorsque les flux sont modérés. C'est pour ça qu'il y a souvent une tentation, justement, dans les zones peu denses, de déployer la voie verte et ça peut très bien fonctionner à certains endroits, par exemple pour relier des bourgs entre eux. Et ce qu'on peut dire en complément, c'est qu'on peut aussi venir jouer sur la largeur de la voie verte pour rendre les interactions qui pourraient exister plus acceptables et offrir un fonctionnement qui est meilleur pour les usagers. Donc ça, c'était une première famille. Et la seconde famille, c'est l'idée d'avoir des aménagements cyclables dédiés aux cyclistes, donc, comme leur nom l'indique, mais à proximité des cheminements piétons. Et dans ces cas-là, il y a quand même des règles de conception qui vont s'appliquer avec des enjeux de lisibilité, de continuité et de séparation des usages pour que finalement les interfaces se passent bien. Et donc, ça renvoie à cette question de comment est-ce qu'on favorise la lisibilité et la continuité des itinéraires pour désamorcer d'éventuels conflits d'usage. Et là, je vous renvoie vers
deux réalisations existantes qui présentent tous deux des aménagements de type piste cyclable qui sont contigus à des cheminements piétons et où finalement le traitement des continuités se fait de manière différente. On a un premier cas où finalement l'aménagement cyclable termine un petit peu en impasse et débouche sur une zone piétonne avec un arrêt de bus et un autre lieu sur lequel on a organisé une continuité de l'aménagement. Donc ce qui est important lorsqu'on crée un aménagement, c'est de vérifier que les usagers ils vont comprendre ce qu'on attend de leur part. Où est-ce qu'ils doivent se positionner? Quelle est la vitesse qu'ils doivent adopter pour avoir un comportement adapté? Quel régime de priorité ils doivent retenir? Et il faut que ce soit suffisamment crédible pour que la majorité des usagers aient ce comportement souhaitable. Et du coup, ça renvoie à un constat, un peu en lien avec ce que j'ai dit sur la voie verte, c'est que le fait d'avoir un trottoir mixte, c'est une solution technique qui n'appartient pas à la boîte à outils réglementaire et c'est souvent non souhaitable parce que lorsque c'est fait, en tout cas sur un espace contraint, avec des usagers un petit peu nombreux, et c'est ce qu'on souhaite, et bien en fait, c'est une sorte de programmation des conflits, d'autant qu'on a souvent des accès riverains à gérer. Par contre, bien, sur la question de concevoir un aménagement cyclable à proximité d'un aménagement piéton, il y a quand même aussi des conseils qu'on peut vous donner sur la nature de la séparation. Et notamment, côté CEREMA, on plébiscite, alors ça peut être consommateur d'espace, mais c'est très intéressant pour les deux usagers, une bordure chanfreinée qui peut être à la fois repérable et détectable sans être agressive pour les cyclistes. Et sur ces dispositifs de séparation, on a fait un travail dans un groupe de travail piloté par le CEREMA qui permet de donner des avantages et des inconvénients de certains types de séparation. Et pour conclure, si c'est peut-être le message qu'il fallait retenir, le message qu'il fallait retenir, on l'a prévu pour la fin de la présentation, c'est que certes, il peut y avoir des conflits d'usage entre les piétons et les cyclistes, mais parfois, ces conflits d'usage, on peut les désamorcer en regardant ce qui se passe à d'autres endroits que sur les aménagements qui sont dédiés aux piétons et aux cyclistes, et notamment ceux dédiés à la circulation ou au stationnement des véhicules motorisés. Et donc, il y a d'autres solutions que de regarder uniquement côté piétons et cyclistes, et notamment d'aller regarder la largeur des voies de circulation prévues pour les véhicules motorisés. Très souvent, on a des choses qui sont surdimensionnées, on peut trouver de la place. On peut aussi supprimer du stationnement motorisé ou le réaffecter. On a vu l'exemple de Vitré, avec aussi des poches de stationnement qui peuvent être exploitées. Il y a la question de travailler sur les plans de circulation, on en a aussi parlé à l'instant, et sur l'apaisement des vitesses des véhicules motorisés. Et parfois, ça va conduire aussi à envisager une mixité vélo et voiture sur la chaussée, et non pas un positionnement des cyclistes sur les trottoirs. Et dans le cas où vous auriez des voies bus sur vos territoires, l'intérêt de faire circuler les cyclistes dans ces voies bus, il peut aussi exister. Et donc, on a fait un travail assez exploratoire sur ces sujets dans le cadre d'un atelier dont je viens de vous parler très brièvement. Vous aurez les liens, vous pourrez aller consulter ça sur le site du CEREMA. Merci beaucoup pour cette présentation, Cédric et Flavien. Du coup, je vais prendre cette fois-ci un rôle de modérateur pour vous faire remonter les questions qui viennent du chat. Donc, on a une question de Claire Bertrand qui a souhaité mettre ses bordures chanfreinées dans ses derniers projets, mais qui n'a pas trouvé de fournisseur qui en fabrique. Donc, si vous avez des fournisseurs à conseiller sur les bordures chanfreinées. Alors là, j'ai malheureusement pas cette réponse sous la main. Par contre, on a eu quelques échanges avec des fournisseurs qui justement avaient vu qu'on s'intéressait à ça et commençaient à proposer des produits. Par ailleurs, il en existe. C'est juste que je n'ai pas les noms en tête. Mais peut-être que du coup, on pourra avoir pour vous faire passer à la suite du webinaire quelques noms. Voilà. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, je propose qu'on enchaîne directement sur l'étude des cas pratiques. Donc, je redonne la parole à Flavien Lopez pour l'animation des cas pratiques. Et je remercie d'ailleurs les collectivités qui nous ont transmis leurs exemples d'aménagement et leurs interrogations. Alors, du coup, j'ai juste pris une petite seconde pour vous envoyer un lien dans le chat. On va retourner sur l'outil Klaxoon, mais
sur une interface un petit peu différente de celle que vous aviez tout à l'heure. Vous allez aller cette fois sur un grand panneau d'affichage sur lequel on a mis 3 cas pratiques. Et donc, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Je vais aussi partager mon écran en même temps, mais pour ceux qui sont sur le cas, normalement, vous devriez tout percevoir sans repasser par mon partage d'écran. Voilà, donc vous êtes ici. Vous arrivez sur un exercice qui s'appelle « Analysons ensemble des solutions d'aménagement ». Et donc, ce que nous vous proposons de faire, eh bien, c'est de venir apporter un regard critique, à la fois sur les aspects positifs et sur les aspects négatifs, ou qui questionnent de certains aménagements. Et du coup, bien, pour ce faire, nous vous proposons une trame que nous avons utilisée justement dans l'atelier dont je vous ai parlé à l'instant. Et donc, cette trame, elle consiste à venir regarder certains aménagements qui ont des objectifs et une problématique rencontrée sur le site et venir dresser quelques constats positifs sur l'aménagement qui a été réalisé, présenter quelques questionnements ou dysfonctionnements éventuels des aménagements proposés et identifier aussi des perspectives ou des alternatives à envisager pour améliorer l'aménagement qui est proposé. Du coup, n'hésitez pas, pour ceux qui auraient des soucis d'accès, à venir dans le chat pour faire ça, pour nous préciser leurs soucis. Et donc, l'idée, c'est que lorsque vous êtes sur Klaxoon, eh bien, vous puissiez appuyer sur le bouton plus qui est en bas de l'écran, là, où il est écrit « Nouvelle idée », et vous veniez coller des post-it dans les tableaux vierges qui sont en face de vous. Et du coup, en fait, à gauche de l'écran, il y a un exemple qui est pré-rempli pour vous donner un petit peu la manière dont peut être remplie la fiche pour un exemple donné. Alors là, c'est le cas d'une piste cyclable qui est continue à hauteur de trottoir. Voilà, et je voulais juste préciser que les 2 autres exemples qui sont remontés sont issus de vous. Donc, on remercie les contributeurs qui ont accepté de vous livrer au jeu, de fournir des aménagements qui seront peut-être critiqués avec un regard bienveillant, hein, on compte sur vous. Et à la fin de l'exercice, les personnes qui ont fourni ces photos, si elles le souhaitent, sans obligation bien sûr, pourront venir nous apporter des éléments de contexte pour nous expliquer pourquoi ces choix techniques ont été retenus. Voilà, donc ce qu'on va faire là, puisqu'il nous reste environ 20 minutes sur cet exercice, c'est qu'on va prendre 10 minutes où je vais parler un petit peu moins, voire beaucoup moins, et je vais vous laisser venir coller des post-it sur les 2 cas d'aménagement pour lesquels les tableaux sont vides. Bon, c'est un petit peu compliqué d'intervenir en direct sur le Klaxoon, mais on va faire autrement. Ce qu'on va vous proposer, c'est que je vais vous partager de nouveau l'écran et est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Oui. Du coup, l'idée, ben, c'est si vous pouvez, on va peut-être réussir finalement à aller sur le Klaxoon, même si c'est un petit peu moins propre que ce qu'on avait préparé. On remettra au propre à l'issue du webinaire pour vous transmettre les choses. L'idée, c'est de venir sur cet exemple-là, parler à la fois des constats positifs, des questionnements qui pourraient se poser lorsque vous rencontrez cet aménagement sur un réseau ou des pistes d'amélioration que vous pourriez proposer pour eh bien, reconcevoir les choses sur un site qui ressemblerait à celui-ci. Du coup, ce que je vous propose, c'est de lire les premiers post-it qui ont d'ores et déjà été insérés. Et s'il y a d'autres choses qui viennent, n'hésitez pas à venir compléter. Et n'hésitez pas non plus peut-être à utiliser le chat de la discussion sur Ring Central pour mettre votre commentaire également. On verra aussi vos commentaires que vous pouvez rajouter sur la discussion sur la photo commentée. Donc, dans les choses qui sont
qui sont présentés. Il y a la question de confort pour les piétons, parce qu'on est en effet... non, mais là, il y a quelqu'un qui a supprimé la photo. Bon, je suis un petit peu embêté là, je suis désolé. Ce que je propose, c'est que j'ai les photos, donc je peux peut-être reprendre la main et mettre les photos en grand. Oui, et comme ça, on Ça te va? posera les questions par le Oui. chat, vous pourrez apporter des commentaires. Tu peux me laisser la main sur l'écran et aussi noter, garde quand même le klaxon en arrière-fond. Bien sûr. Alors, normalement... Voilà, donc on va vous proposer d'être très interactif dans le chat, avec encore nos excuses renouvelées pour le problème sur le klaxon. Il y a déjà quand même quelques commentaires sur klaxon que tu peux prendre. Ce qu'on va vous proposer, eh bien, c'est de prendre connaissance des constats positifs. Donc, le fait d'avoir des cheminements piétons et cycles dissociés, avec des largeurs qui ont été travaillées, ce sont en effet des choses qu'on peut souligner et qui sont très positives par rapport à cet aménagement que tu nous montres, Marie. Si tu peux le grossir un peu, c'est encore mieux. Voilà, largeur convenable. Par contre, lorsque on s'intéresse aux questions et dysfonctionnements éventuels qui pourraient être posés par cet aménagement, eh bien, il y a des personnes qui nous disent que ce serait inconfortable pour les piétons. Et du coup, ça pose peut-être la question de la largeur qui est attribuée aux piétons. On voit que sur cet exemple, il y a une place importante qui a été donnée au vélo. Mais par contre, les cheminements piétons qui sont visibles en tout cas sur la photo, ça n'est qu'une photo, donc on ne peut pas non plus avancer trop d'éléments, mais c'est vrai qu'ils ont l'air plus petits, avec aussi des obstacles constitués par les candélabres. Est-ce que dans le chat, certains veulent nous faire remonter d'autres dysfonctionnements ou questionnements qu'ils pourraient voir justement en regardant cette photo? Alors, il n'y a pas de commentaire pour le moment. Corentin Vigne qui effectivement confirme que l'espace piéton est plutôt étroit. Alors, donc ça, c'est sur le constat. Très bien. Alors, je vois quelque chose qui est plutôt mis au niveau des perspectives ou alternatives à envisager. Il s'agit de la mise en place d'une bande rugueuse entre la voie cyclable et la voie marchable, de façon à alerter les piétons d'éviter de marcher sur la voie cyclable. Et ça fait écho à quelque chose qui a été écrit dans les dysfonctionnements, c'est qu'il n'y a pas de séparation physique entre piétons et cycles. Alors ça, c'est assez intéressant parce que on peut observer sur la photo une différenciation en termes de matériaux, il me semble. Mais ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir un retour terrain pour savoir si cette différenciation, elle est repérable et détectable par les usagers. Est-ce qu'elle est satisfaisante ou non? Et ça renvoie un petit peu à la question des séparateurs qu'on a évoquée juste avant. Il y a également dans les questions liées au dysfonctionnement, la question des poteaux, qui là ont été jugés gênants pour les cycles. Du coup, ça renvoie à la question à la fois du panneau de signalisation qui est placé au milieu de l'aménagement cyclable, et puis ça renvoie aussi au candélabre, mais qui sont jugés, en tout cas par ce post-it, gênants pour les cyclistes, mais qui peuvent aussi être considérés parfois comme gênants pour les piétons, hein, puisque finalement, des piétons qui circuleraient en groupe seraient obligés de modifier leur trajectoire pour pouvoir passer. Et du coup, certains pressentent, peut-être à juste titre, en fonction des flux, c'est à regarder, un empiètement de la circulation des piétons sur la piste cyclable. Du coup, c'est intéressant, c'est peut-être un constat qu'on peut donner par rapport à cet exercice, c'est de se voir comment vous vous projetez lorsque vous regardez ce type d'aménagement ou n'importe quel aménagement, et comment est-ce que vous imaginez les usages futurs sur cela, parce que parfois, on est amené à commenter des plans, à faire des choses, mais il faut bien faire le lien entre les plans et justement comment les usagers vont se déplacer sur ce qu'on va réaliser. Voilà, et puis en matière de proposition, il y a quelqu'un qui nous dit qu'on pourrait généraliser la continuité de la bande cyclable d'un bout à l'autre du trottoir, avec ensuite une traversée d'intersection matérialisée en vert.
à moins qu'il s'agisse d'un commentaire pour l'autre photo. Marie, est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous viennent du chat? Alors, du chat, effectivement, il y a plusieurs commentaires. Alors, il y a Corentin Vigne qui, du coup, m'avait transmis cette photo qui confirme qu'effectivement, les piétons se déportent sur l'aménagement cyclable. S'il le souhaite, on pourra lui laisser également la parole. On a Anaïs qui trouve qu'au contraire, les candélabres marquent la différence entre les voies cyclistes et piétons. Pour Florence, l'aménagement est probablement suffisant avec la fréquentation effectivement des différents usages, qui rebondit également sur votre présentation, Flavien. Corentin qui commente, qui parlait de la rupture de la piste cyclable qui débouche sur rien. D'accord, donc effectivement sur cette idée de continuité. Donc des propositions et le pictovilo qui se trouve un peu d'une taille assez réduite et peu visible sur la voie. Merci, donc on a déjà pas mal d'éléments. Alors du coup, le klaxon a quand même été alimenté. On pourra remettre les choses au propre et vous pourrez les retrouver à l'issue de notre exercice. Je propose qu'on passe sur le deuxième exemple, Marie, si ça te convient. Est-ce que vous le voyez? Non, on a toujours le premier aménagement. Non, je vais juste... Voilà, donc on part en voyage à Morteau cette fois-ci. Aïe, on l'a dit. Oui, oui. Mais ça a été montré. Là, l'idée, c'est de montrer un aménagement qui est constitué à la fois d'une traversée de chaussée, piéton-cycle, qui donne lieu à un espace mixte qui fait une assez courte distance, il me semble, sur un espace assez largement dimensionné, mais qui est plutôt quelque chose qui ressemble à un trottoir. Et donc là, on va aussi vous permettre de réagir sur ça à la fois dans le chat et dans l'outil Klaxoon. Et puis, on essaiera de réorganiser vos commentaires sur le sujet, à la fois en mettant en évidence les points positifs, les points de questionnement et puis les évolutions possibles. Peut-être, Flavien, rappeler quelles sont les différentes catégories qui sont sur le Klaxoon pour réagir. Oui, bien sûr. Alors du coup, ce sur quoi on vous propose de réagir, ce sont les constats positifs de l'aménagement, les questionnements ou des dysfonctionnements éventuels que vous pourriez pressentir dans les usages futurs, et puis enfin, les perspectives ou alternatives à envisager pour améliorer les choses vis-à-vis des dysfonctionnements pressentis. Du coup, on commence à avoir des choses qui apparaissent, notamment sur les constats positifs. Donc, on va essayer de reprendre ces différentes thématiques dans l'ordre. Et puis, Marie, je te laisserai compléter avec ce qu'il y a dans le chat, si ça te convient. Ce qu'on voit, c'est que on a plusieurs constats positifs qui apparaissent. Donc, vous faites bien l'exercice. Je vous laisse juste 2 minutes pour réagir, comme ça... Je sais que c'est plus facile d'avoir des idées quand on n'entend pas quelqu'un parler en même temps. Alors, d'ores et déjà, je vois qu'il y a des commentaires qui me semblent assez positifs sur le marquage et notamment eh bien, le fait que les piétons et les cyclistes puissent être bien considérés comme prioritaires dans la traversée avec un décalage du marquage céder le passage voiture. En tout cas, c'est interprété comme ça par certains d'entre vous. Un marquage qui est cette fois-ci très visible,
un ressenti de qualité du coup par rapport à ce marquage. Pour autant, d'autres personnes qui trouvent qu'il y a plusieurs couleurs et peut-être même trop de couleurs différentes. Donc, ça peut poser des questions. Le fait d'avoir une délimitation visible entre les modes actifs et les motorisés, donc c'est quelque chose qui est jugé positivement par l'un d'entre vous. Est-ce que dans les points positifs, il y a d'autres choses qui se démarquent du chat? Non, c'est à peu près les mêmes points positifs. Effectivement, le fait qu'il y ait des teintes différentes d'enrobé, que le marquage, cette fois-ci, est effectivement très visible sur la partie constat positif. Donc, effectivement, les marquages sont bien visuels pour les automobilistes. Et les voies partagées vélo-piéton apparaissent assez larges et la fréquentation assez faible. Merci. Et du coup, on va passer à la question d'éventuels dysfonctionnements, des questionnements que ça pourrait vous poser. Du coup, il y a des personnes qui s'interrogent sur les potelets. Est-ce que ces potelets peuvent être gênants, justement? On voit qu'en effet, il y a des potelets qui sont placés un petit peu plus loin au niveau d'une traversée. Ensuite, il y a la question de la position des panneaux qui est interrogée. Ensuite, il y a certaines personnes qui se posent la question de la cohabitation piéton-cycliste sur une même voie. Est-ce que les cyclistes, finalement, ne vont pas aller vers la route alors que l'aménagement qui est prévu pour eux, eh bien, c'est ce morceau de voie verte? Et ça renvoie à la question de la cohérence entre le comportement souhaité par l'aménageur et les comportements réels qu'on va observer. Il y a une personne qui se pose la question justement de cet usage souhaité. Parce que c'est vrai que si on zoome, je ne sais pas si tu peux le faire, eh bien, on devine que lorsqu'on se dirige vers la ville à vélo, eh bien, on va être amené à retraverser une seconde fois la route pour se retrouver du bon côté de la voirie routière avec un cheminement qui est indiqué avec des pictogrammes. Et du coup, la question, c'est les vélos allant vers la ville doivent traverser la route pour circuler dans le bon sens après le panneau fin de voie partagée. Donc là, c'est plutôt tourné sous forme de question, mais je comprends, j'interprète que cette question renvoie un petit peu à est-ce que la trajectoire qui est proposée au cycle est crédible? Est-ce qu'on ne va pas avoir des usagers qui vont finalement ne pas emprunter cette voie verte? Et finalement, est-ce que c'est souhaitable de proposer 2 traversées successives aux cyclistes? Voilà, le vélo risque-t-il de rouler sur la chaussée principale plutôt que sur la piste prévue? Alors, c'est une voie verte en l'occurrence. La question des conflits qui revient. Est-ce que dans le chat, il y a d'autres éléments que je n'aurais pas cités en matière de questionnement des participants? C'est globalement effectivement les mêmes interrogations, c'est-à-dire, je te laisserai la parole Cédric, la question de ce panneau fin de voie verte qui pose la question de comment interagissent les usagers après la fin de ce panneau. Est-ce qu'ils retraversent, est-ce qu'ils continuent? Donc il y a une zone de flou. Cédric, tu voulais dire? Rien d'important, c'est juste que j'ai fait les copier-coller dans le klaxon, donc tu as tous les commentaires, y compris ceux du chat. Merci. Un grand merci Cédric pour ton efficacité. Du coup, le temps tourne et on va bientôt conclure. Du coup, si on peut zoomer sur les perspectives ou alternatives à envisager, il y a plusieurs propositions. Alors, moi, je vous les relate sans forcément donner mon avis dans un premier temps. Il y a l'idée de réserver chaque côté de la chaussée routière à un usage, partie gauche vélo, partie droite piéton. Ça, c'est une idée qui ressort. Alors, sur ce type de proposition, on peut se questionner sur est-ce que vraiment ça va correspondre aux usages là aussi. Souvent, en fonction des besoins, on retrouve des piétons de chaque côté de la route. Ça peut obliger aussi à des traversées des usagers qui ne sont pas souhaitables. Le fait d'avoir un trottoir qui rétrécit, on nous dit qu'il faut mettre du marquage pour faire repasser le vélo sur la chaussée. Donc, c'est a priori ce qui est un peu fait après. Le fait de faire des trottoirs traversants dans la traversée pour favoriser un meilleur aménagement, et les questions de pourquoi ne pas avoir conservé une continuité d'aménagement façon trottoir traversant, là encore. Et une autre question, ce serait de limiter la vitesse, donc j'imagine des véhicules motorisés, pour réduire la taille de la chaussée routière et du coup, eh bien, dégager de l'espace pour faire, j'imagine, des aménagements plus dédiés à la fois aux piétons et aux cyclistes, enfin aux piétons d'un côté, aux cyclistes de l'autre côté. Donc voilà, on a fait un exercice extrêmement rapide où on vous a demandé de travailler sur des aménagements que vous ne connaissiez pas. Ça a des limites. En plus, on a vu qu'il y a eu un petit couac au niveau de l'outil, mais je pense que vous avez apporté beaucoup d'idées intéressantes.
Le format, vous pourrez le réutiliser pour vous questionner sur certains de vos aménagements ou certains de vos projets. Il est aussi utilisé dans les livrables de l'atelier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous retrouverez les liens vers cet atelier dans la présentation générale. Et peut-être avant de redonner les mots de la fin à Marie et à Pierre, il y a la possibilité pour les personnes qui nous ont transmis les photos, si elles le souhaitent bien sûr, eh bien de préciser des choses sur le contexte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez préciser des choses. Et si vous ne souhaitez pas le faire, parce que je sais que certains ont réagi dans le chat, il n'y a pas de souci, on va poursuivre. Pour lever la main, vous pouvez faire Alt-Y, c'est le raccourci clavier qui permet de le faire. Et pour ma part, je vous remercie pour ce travail dans cet exercice et je vous dis à bientôt. Je ne vois pas de main levée, je propose effectivement qu'on termine l'exercice. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation, mais merci également aux intervenants. Je laisserai le mot de la fin à Pierre Branet de l'ADEME. Je tenais juste à noter que dans le chat, nous allons mettre du coup le questionnaire aussi d'évaluation de ce webinaire et on aura le plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire en janvier, le 10 janvier. Donc je laisse la parole de conclusion à Pierre Branet. Eh bien, écoutez, merci à tous pour ce webinaire qui a été fort instructif. Merci à l'ensemble des intervenants qui nous ont apporté des témoignages concrets. Merci également au CEREMA pour son implication dans ces webinaires. Donc, comme l'a rappelé Marie, le prochain webinaire aura lieu le mardi 10 janvier sur les thématiques du schéma directeur cyclable et il y en aura également un autre le 31 janvier sur les thématiques des discontinuités cyclables. Voilà. J'en profite également pour vous rappeler, comme je vous l'ai dit au début du webinaire, que dans le cadre de l'accompagnement technique qui est proposé avec le programme Avelo 2. Donc, il y a aussi des sessions de formation. Donc, il y a eu beaucoup de sessions de formation qui ont été proposées cet automne et cet hiver. Et donc, de nouvelles sessions de formation vous seront proposées en 2023. Et à cet égard, si votre collectivité est intéressée pour recevoir une de ces formations, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, donc encore une fois, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci aux participants, merci au CEREMA et je vous souhaite une bonne fin de journée.